Donc, je reprends. Donc, trois choses qui sont les conditions de la réussite de tout projet: une vision engageante, ambitieuse et atteignable, une roadmap claire et une culture forte. Tout groupe, idée forte ayant marqué l'histoire ou des hommes sont principalement valorisés par un état d'esprit, un ensemble de valeurs et d'émotions que tout le monde leur accorde ou emploie pour les définir. Personnellement, je suis assez convaincu que sur la dernière Coupe du Monde, donc, dont vous voyez les champions sur la photo, sans une culture très forte, une conduite réelle de Monsieur Didier Deschamps en tant que leader, il n'y aurait jamais eu de victoire. S'il n'avait pas fait des efforts sur la construction de son groupe en termes de culture, en plus que en termes de technique et de compétences pures sur le terrain, il n'y aurait pas eu la victoire. Tous les sujets qui ont marqué l'histoire, on va pouvoir constater ce genre de choses. Une culture est forte et c'est celle-là, c'est un des premiers vecteurs qui permet l'engagement. Donc, leur secret, trois fondamentaux générateurs d'engagement, comme je vous le disais: la culture, c'est l'outil le plus puissant de la structuration identitaire de l'entreprise. La vision, formalisation de la stratégie, c'est le premier outil de l'engagement. Et le projet, la conduite de projet, qui permet l'autonomie de l'équipe en passant de la stratégie au réel. La culture, qu'est-ce que c'est? C'est deux sujets principalement, en tout cas nous, c'est deux outils qu'on utilise. Le premier, c'est la raison d'être et le second, c'est les valeurs. Alors, qu'est-ce que c'est que la raison d'être? La raison d'être, ou autrement appelé le why, donc c'est Simon Sinek, qui est un marketeur anglais, qui a écrit tout un livre et toute une théorie sur le sujet. Il appelle ça les Golden Circles. Donc les Golden Circles, c'est quoi? C'est ces trois cercles concentriques où il explique qu'il y a plusieurs façons de communiquer. Soit on parle du what, de quoi, donc qu'est-ce qu'on fait concrètement. Soit on parle du how, du comment on fait les choses. Soit on parle du why, et du coup on parle de pourquoi on fait les choses. Les personnes n'achètent pas de ce que vous faites, elles achètent pourquoi vous le faites. Donc en parlant du pourquoi, vous aurez forcément beaucoup plus d'engagement et d'adhésion à votre marque. Ça, c'est un côté marketing extérieur. Ça l'est encore plus en interne. Quoi qu'il arrive, dans une situation interne au sein d'une entreprise, savoir que chaque personne, peu importe sa fonction au sein de la structure, savoir à quoi il contribue, c'est quoi le tout auquel on contribue, ça va décupler l'engagement, ça va décupler la motivation et ça va balayer beaucoup de frustrations qui sont courantes dans un collectif ou dans une entreprise. Il y a vraiment ce côté, un peu la métaphore de une personne qui taille des pierres au bord de la route. On lui demande qu'est-ce qu'elle fait. Si elle ne connaît pas le why, elle va dire je taille des pierres. Si elle connaît le why et que c'est ça qui l'engage, elle va répondre je construis une route. Et concrètement, peu importe l'action qu'on fait, on sait à quoi on contribue, c'est beaucoup plus engageant. Voilà, quelques exemples de raisons d'être. Il y en a certaines qui sont parmi nos clients, d'autres parmi... il y a Apple et Martin Luther King Jr. que j'ai mis, qui sont des grands de ce monde ou des marques, une marque connue en l'occurrence, qui vous permettent de vous projeter. Donc Microdon, par exemple, que beaucoup doivent connaître, à mon avis, parmi l'assistance. Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Ils mettent en place des dons pour des associations via l'arrondi en caisse ou l'arrondi sur salaire. Leur raison d'être qu'on a construit avec eux: donner envie à chacun de faire sa part en intégrant la solidarité dans nos quotidiens. C'est clair, c'est engageant et ça permet de communiquer en une phrase sur quelles sont les actions, enfin sur le pourquoi des actions que l'entreprise fait. Ensuite, on va passer au deuxième sujet qui est le sujet des valeurs. Les valeurs, pour moi, c'est le socle identitaire. Qu'est-ce qu'une valeur? Une valeur, c'est une chose que vous faites naturellement, sans effort. Ce sont des règles, parfois non formalisées, naturelles, à l'échelle individuelle ou qui existent dans un groupe. On pourrait appeler ça l'éthique comportementale. Une valeur, c'est très différent d'un besoin. Plaisir versus stress. Un besoin, c'est l'expression d'un manque. Une valeur, ça s'exprime naturellement chez moi. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps positif. Une tension peut être positive comme négative. Par contre, un besoin, c'est toujours en réponse à une émotion négative, donc à un manque. C'est ça qui est important d'être précisé à ce moment-là. Pourquoi définir ces valeurs? Donc, pour renforcer le sentiment d'appartenance et construire une éthique à l'échelle du collectif. À l'échelle individuelle, qu'est-ce que ça va me permettre? Ça va me permettre de me connaître, mon éthique personnelle. Je sais ce qui me met en mouvement. Je vais connaître mes moteurs pour me construire, progresser et me réaliser. Ça va être le chemin de l'aboutissement.
À l'échelle collective, chacun ayant participé à la construction du jeu de valeurs, elles m'appartiennent autant qu'à chacun des membres du groupe. Donc, elles m'appartiennent. Par défaut, je suis engagé dans ce groupe. C'est matérialisé par le fait que j'ai contribué à sa construction. De l'autre côté, chacun sait en quoi l'organisation lui ressemble et c'est sur ces points précisément qu'elle nous rassemble. Il y a une personne qui a un micro ouvert. C'est possible de... Merci. Hop, on passe à la suite. Je vous présente Tony. Tony, c'est le créateur... Non, pardon, c'est un des cofondateurs de Zappos. Zappos, qui est une entreprise américaine, qui est l'équivalent de Sarenza aux US. Et donc, pourquoi je vous parle de cette personne-là? Parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle donc L'entreprise de bonheur, que vous pouvez voir en bas de la diapo. Pourquoi ce livre? Parce qu'en fait, Tony, ils ont mis en place, avec sa direction, un principe qui fait que la culture et les valeurs, le jeu de valeurs représente une centaine de valeurs, et ce jeu de valeurs guide 100% des actions de la boîte. Il n'y a aucune action qui serait incohérente par rapport à ce jeu de valeurs. C'est-à-dire que l'autorité dans toute l'entreprise n'est que le jeu de valeurs. Chaque action va être menée et va être justifiée par le jeu de valeurs. Ce qu'il explique en fait, donc pour faire cette traduction, vos valeurs personnelles vont vous définir tel que vous êtes. Le jeu de valeurs de votre entreprise va définir le caractère et la marque de votre entreprise. À l'échelle individuelle, le caractère va forger le destin. À l'échelle collective ou organisationnelle, c'est la culture qui va forger ce destin. Donc, c'est vraiment le côté, à l'échelle d'une entreprise, le jeu de valeurs va représenter le caractère de l'entreprise. Et c'est important de se positionner là-dessus, de se connaître pour pouvoir s'exprimer correctement et en cohérence avec la marque. Les valeurs, c'est un outil pour quoi? C'est un outil pour plein de choses, mais d'abord pour recruter, décider et s'inspirer. Nous, ce qu'on fait chez Fly the Nest, une fois qu'on a accompagné les entreprises à faire émerger leur jeu de valeurs et leur raison d'être, on va l'implémenter dans tous les processus d'interaction de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on appelle processus d'interaction de l'entreprise? On va pouvoir parler de recrutement, d'onboarding, de management, d'évaluation, de feedback, etc., etc., pour la partie collaborateur. Pour la partie externe, plutôt client, il pourrait y avoir tout autant fournisseur, acquisition, vente, onboarding, etc. L'objectif, en fait, ça va être assez simple, ça va être de prendre ce processus, de le reconstruire en parfaite cohérence avec les valeurs qu'on a définies ensemble au début de la démarche. Qu'est-ce que je veux dire par là? Concrètement, si on prend un processus de recrutement, on va avoir plusieurs étapes qui vont permettre d'identifier les différents entretiens ou actions faites par l'entreprise. Donc, pour un processus de recrutement, identification du poste à ouvrir, création de la fiche de poste, diffusion de la fiche de poste, réception des CV, etc., etc. Si on a une entreprise qui a une valeur forte de bienveillance, à partir du moment où ils s'affichent comme bienveillants, ils doivent être bienveillants en cohérence à 100%, dans 100% des actions de la boîte. Donc, dans un process de recrutement, quand on va recevoir 200 ou 250 CV pour un poste, s'il n'y a que 30 personnes qu'on va rencontrer, on se doit de contacter toutes les autres personnes, peu importe le média, ça peut être un email ou autre, mais on se doit de les contacter pour leur dire merci, mais non merci. Merci de nous avoir contactés, mais on ne poursuivra pas les entretiens avec vous, car votre profil ne nous convient pas. Ça, c'est représentatif, c'est un comportement représentatif de la bienveillance à l'échelle de l'entreprise. C'est un exemple. Ça ne veut pas dire que toutes les entreprises qui mettent bienveillance dans leur jeu de valeur vont s'imposer cette règle-là précisément, bien que ça ne serait pas ainsi incohérent que ça. Mais c'est pour vous donner un exemple de comportement qui va être mis en place suite à cette démarche. Quelques exemples que vous pouvez voir. Je ne vais pas tous vous les lire, mais par exemple, dans un entretien de recrutement tout autant, on peut poser la question, c'était quand la dernière fois que tu as rendu service à quelqu'un? Quel va être l'objectif? De voir le niveau d'altruisme, de service à l'autre que la personne qu'on a en entretien
A, tout simplement. L'objectif, ce n'est pas de la juger, l'objectif, c'est de la jauger. Est-ce qu'elle va être cohérente chez nous parce qu'elle va représenter nos valeurs telles que nous, on les incarne et telles qu'on a envie qu'elles soient incarnées au sein de l'entreprise? Un deuxième exemple peut-être, c'est quoi la dernière grosse décision que tu as prise? Dans la même direction, l'objectif, ça va être de voir le niveau d'autonomie, le niveau d'ambition que la personne est capable de prendre. Si la personne nous répond, ben, c'était il y a 5 ans quand je suis allé postuler à telle école ou à telle formation, il n'y a pas de jugement encore une fois, mais le niveau d'autonomie et d'ambition va être potentiellement jugé faible à ce moment-là. Si c'est la semaine dernière, j'ai pris ma voiture, je suis allé faire une déclaration d'amour à ma femme qui était à 350 km de moi, bon, bah, a priori, un niveau d'autonomie, d'ambition et de mise en mouvement qui va être assez fort. Alors, c'est des exemples. Le deuxième exemple n'est pas forcément un exemple qu'on verra en entreprise, mais on peut rêver. Voilà. Alors, c'est allé très, très vite. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une vraie session de questions-réponses afin d'aller un peu plus loin dans les réflexions. Alors, hop. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Oui. Moi, ça m'inspire une question, mais je ne sais pas, voilà, une réflexion plus qu'une question. Vas-y, je t'en prie. La conciliation justement entre les valeurs individuelles et les valeurs plutôt collectives, parce que parfois peut-être que ça ne matche pas, quoi. Bien sûr. Alors l'objectif justement, alors il y a deux objectifs différents. Le premier, dans la démarche, ça va être de construire les valeurs de l'entreprise, pas en fonction de ce qu'on voudrait être, de ce qu'on fantasmerait, mais de ce qu'on est réellement. Donc concrètement, quand on commence ce travail-là, on demande à chacune des personnes qui composent l'entreprise de faire cette réflexion. Quelles sont tes valeurs à toi? Quelles sont les 3 valeurs qui te représentent toi le plus? Et donc, on va les accompagner avec des outils de coaching pour pouvoir faire émerger ces 3 valeurs-là. Ça va prendre un peu de temps. On ne va pas faire ça en 4 minutes, évidemment. Il y a des gens qui mettent plusieurs années à le faire et qui se renouvellent régulièrement leur jeu de valeurs parce qu'il évolue, évidemment. Ensuite, on va mapper les valeurs de chaque personne au sein de l'entreprise et on va voir sur quoi on se ressemble, sur quoi on se rassemble. L'objectif, ça va être justement d'identifier les valeurs d'entreprise en cohérence avec ce qu'on est, donc de se dire, OK, il y a 80% des gens qui composent l'entreprise qui représentent cette valeur, qui ont parlé de cette valeur comme une valeur forte chez eux. Donc, dire qu'on est comme ça, c'est une réalité. Maintenant, voyons comment on va le traduire à l'échelle de toutes les interactions qu'on va avoir dans l'entreprise et on va le décliner ce qu'on appelle sous forme de comportement attendu et comportement abhorré, donc comportement non attendu au sein de l'entreprise, au sein de la structure. L'objectif, ça va vraiment être de mettre de la cohérence à tous les niveaux de la structure, en fait. C'est vraiment aussi simple que ça. Alors, il y a une question sur le chat. Comment un jeune entrepreneur pourra faire l'exercice de réflexion de la valeur de son projet quand il a déjà trouvé et pensé son idée de projet? Alors, bonne question. En fait, là, tu es en train de parler de stratégie et d'objectifs, et de moyens, d'une certaine façon. Tu es plus en train de parler presque de how plutôt que de why. Et donc c'est un tout petit peu à côté. Je m'explique je vais un petit peu plus loin. Parler de ce que je vais vendre, c'est du what à la rigueur du how. Parler de pourquoi je veux le faire, c'est du why. Quand on parle de la raison d'être et des valeurs, on est sur des choses qui sont plus proches du why et donc de comment... Ah, il y a quelqu'un qui a rallumé son micro. C'est bon? C'est bon. Et donc, où j'en étais, pardon. Oui. Et donc c'est complètement indépendant en fait. La réalité, c'est que il faut pas, il y a peu de besoin de se poser la question de est-ce que cette personne-là a les bonnes compétences pour faire
pour être mon associé, il y a beaucoup plus d'importance à se demander, est-ce que cette personne-là, je suis prêt à me marier administrativement dans le cadre d'une entreprise. J'appelle ça mariage parce que la réalité, c'est qu'une association, on est dans les mêmes sphères que le mariage en termes d'apport et de contraintes, etc. Parce que c'est ça le sujet. Si la personne n'est pas alignée, si votre associé n'est pas aligné avec votre raison d'être ou avec vos valeurs, il va y avoir des problèmes concrètement. Je prends des exemples. Si j'ai une valeur forte de bienveillance et que mon associé a une valeur très forte de succès et d'affirmation de soi, potentiellement, on va avoir des tensions réelles qui vont poser des dilemmes au sein de l'entreprise à certains moments parce que ma valeur de bienveillance fera que certaines actions qu'il fera pour accéder au succès et à la réussite de l'entreprise pourraient me mettre à mal en termes d'émotion. Et donc, je ne serai pas à l'aise avec les actions que fait mon associé. C'est sur ces sujets-là où peut y avoir des tensions. La réalité, c'est que le métier, le business qu'on fait, c'est presque annexe, ou en tout cas, une fois qu'on est d'accord là-dessus, c'est pas ce qui va mettre en tension et c'est pas ce qui va poser problème entre deux associés ou au sein d'une équipe. Ce qui va poser problème au sein d'une équipe, c'est les rumeurs qui sont liées à des actions incohérentes au sein de la structure. C'est des tensions parce qu'on ne s'est pas dit les choses, parce qu'on ne peut pas communiquer, parce qu'on n'a pas le cadre à la communication, etc., etc. Tous ces sujets-là, logiquement, se règlent par une réflexion sur les valeurs. S'ils ne se règlent pas par rapport à une réflexion sur les valeurs, c'est parce qu'il y a une incompatibilité de valeurs. Et dans ce cas-là, il y a des sujets de résolution de tension ou comment ça s'appelle, de médiation qui peuvent rentrer en compte et qui arrivent régulièrement. Ce n'est pas des choses dont il faut avoir peur et dont il faut se cacher, bien au contraire. C'est la meilleure façon d'avancer et de régler les sujets, c'est en les traitant de cette façon. N'hésite pas si tu as besoin de plus d'informations, Omar, sur le sujet. On peut continuer à en parler. Il y a une question de Marie, une question concernant la temporalité. Définir, avoir une culture commune pour prendre beaucoup de temps. Comment faire pour gérer cette temporalité? Alors oui, ok, je comprends. Donc ça prend du temps. Évidemment que ça prend du temps. La réalité, c'est que moi, mon premier conseil, c'est d'abord le plus tôt possible de vous poser les questions. Ces questions-là, pour deux raisons. La première, c'est que le plus tôt possible, le plus petit le groupe est, donc moins de temps ça prendra à produire, et plus simple ça sera à faire émerger. La deuxième, c'est que plus on va prendre du temps avant de se mettre sur ces sujets-là, plus on va traîner des cailloux dans la chaussure, on va avoir des trous dans la raquette, on va avoir des problèmes qu'il faudra traiter et dont le cadre ne sera à notre disposition qu'une fois qu'on aura travaillé sur ces sujets-là. Et donc, créer le cadre a posteriori des problèmes, c'est évidemment quelque chose qu'il faut faire parce que sinon, on ne règle jamais le problème. Mais si on a le cadre en amont, forcément, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, définir ces valeurs, c'est un travail qui est aussi dans la durée. La réalité, c'est que nous, notre accompagnement dure 6 mois parce que le premier jour de l'accompagnement, on part avec toute l'équipe de l'entreprise qu'on accompagne, peu importe le nombre, et on va travailler sur la culture, on va définir la raison d'être et les valeurs de l'entreprise. Une fois qu'on a fait ça, pendant les 2 jours suivants, on ne va plus travailler dessus, mais naturellement, le fait de l'avoir défini, on voit que ça prend un peu plus de place, que ça émerge et que ça commence déjà à faire une transformation. La suite, qu'est-ce qui se passe? Pendant 6 mois, on accompagne l'entreprise et on les suit afin vraiment de un peu les titiller sur tous ces sujets. Donc, en fait, l'objectif, ça va être d'une certaine façon d'entraîner l'entreprise à avoir le réflexe de se poser la question au prisme des valeurs sur tous les problèmes qu'il pourrait avoir dans la structure. Et donc, il y a un conflit avec tel salarié, je ne sais pas pourquoi ça pose problème. Ok, est-ce que tu as regardé les valeurs? Ah, ouais, en regardant les valeurs, je vois qu'il est en pleine... il a un sujet où il essaye d'affirmer quelque chose. Moi, je refuse de le prendre, alors qu'on a une valeur d'affirmation forte au sein de l'entreprise. Donc, en fait, c'est moi qui déconne, c'est pas lui. Et je vais pouvoir l'aider à sortir de cette situation un peu problématique pour avancer dans la suite. J'espère avoir répondu à ta question, Marie. N'hésite pas. De la même façon que Mar, si besoin, on peut en travailler encore dessus.
Question de Monica. J'aimerais avoir votre avis sur les changements au sein de différentes entreprises suite au Covid-19. Sûrement, plusieurs entreprises réfléchissent à leurs valeurs et sûrement la culture de leur entreprise vont changer. Je suis assez d'accord. Alors moi, mon avis, c'est qu'un avis, parce que pour l'instant, je l'ai vu assez, j'ai pu assez peu le constater. Hein. On n'est qu'au début des conséquences de cette situation réellement. Mais on a des entreprises, on a des fondateurs qui se sont posés réellement la question de la place de la raison d'être dans leur entreprise. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, il y a une loi qui est passée il y a 18 mois, qui s'appelle la loi Pacte, qui permet aux entreprises de mettre la raison d'être au sein des statuts de l'entreprise. Et donc, qu'elle ait une place au-dessus d'une certaine façon, ou en tout cas en concurrence avec le board, donc le conseil d'administration, parce que ça peut devenir un argument d'autorité que n'importe quelle personne au sein de la structure ou même à l'extérieur peut prendre pour mettre à défaut l'entreprise si jamais elle fait une action qui va à l'encontre de cette raison d'être. Donc c'est intéressant parce que c'est vraiment érigé le fait que la raison d'être, donc le pourquoi on fait les choses, puisse avoir une place suffisamment importante au niveau légal et administratif pour que ça soit un argument d'autorité qui puisse faire réfléchir aux actions qu'on a faites et remettre en cause certaines actions qu'on a faites. La situation du Covid, comme toute crise, fait forcément bouger les choses dans ces situations. On a une partie des entrepreneurs qui vont avoir une réflexion beaucoup plus cohérente avec le monde actuel, une espèce de civisme éco-responsable qui fait qu'ils voient le travail un peu différemment. La place du télétravail, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont plus saines. On s'est rendu compte, nous non, mais beaucoup de patrons se sont rendus compte que, en fait, on avait le droit de faire confiance aux salariés et que ça pouvait être vertueux. Ce qui n'était pas forcément dans l'idée je dirais en caricature, des patrons des années 80 qui avaient un côté très contrôle, je dirais. Donc le télétravail, ce n'était pas une pratique qui était facile à mettre en place pour eux parce que dans leurs valeurs, leur culture faisait qu'ils n'étaient pas ouverts à ça, plus que ça. La situation du Covid fait forcément prendre conscience de ses défauts, entre guillemets, enfin ses défauts, de la réalité, de la différence entre la réalité et la réalité que lui s'imposait, que le patron des années 80 s'imposait en pensant que ce n'était pas possible. Donc, il y a une vraie évolution sur cet aspect-là. Il y a des évolutions sur d'autres aspects aussi, où il y a une conscience morale et éthique qui devient de plus en plus grande. Nous, on a eu beaucoup de personnes, d'entrepreneurs, qui sont venus à nous pour nous poser des questions, pour nous dire, voilà, nous, on avait fait le travail avec vous sur la raison d'être et sur les valeurs, et sur tout le reste, parce qu'on travaille également, comme je le disais tout à l'heure, la stratégie et sa mise en place. Maintenant, à notre échelle de nous deux fondateurs, on voudrait aller un peu plus loin, parce que concrètement, si nous, on veut se voir encore dans 10 ans dans l'entreprise, il va falloir que la raison d'être, elle aille un peu plus loin que ça. Et on a envie de bosser avec cette équipe pendant encore 10 ans, mais il nous faut le petit step qui va nous engager, nous, et que ça ne soit pas seulement l'équipe, parce que l'équipe, la réalité, c'est qu'entre l'équipe d'aujourd'hui et l'équipe de dans 10 ans, il y aura sûrement 100% de turnover en 10 ans, malheureusement. Mais ce n'est pas l'équipe qui peut m'engager sur les 10 prochaines années. Du coup, qu'est-ce que c'est? Et c'est probablement la raison d'être. Pourquoi la raison d'être plus que les valeurs? Parce que la raison d'être, c'est quelque chose qui va être assez figé au final. Je dis assez figé dans le sens où elle peut bouger dans le temps, évidemment, mais en fait, elle s'affine dans le temps. Elle ne va jamais bouger. Vous savez, c'est un peu comme s'il y avait une direction, une ligne droite, et elle va s'écarter un petit peu de la ligne, mais sur un angle très faible. Elle ne va pas aller à l'opposé. Là où les valeurs, elles peuvent changer fondamentalement. Un groupe de 10 personnes ne va pas avoir les mêmes valeurs, enfin, peut ne pas avoir les mêmes valeurs qu'un groupe de 100 personnes qui, pourtant, était composé des 10 personnes de départ. Je ne sais pas si j'ai été très clair là. Je vois les têtes aussi suffisamment. Merci. Donc, en fait, les valeurs, ça vit. Ça grandit, c'est un peu comme un arbre. Donc, il y a des feuilles, ça part. Et logiquement, on sait à peu près la gueule que ça va avoir à la fin. Mais au niveau des racines, ça peut prendre plus de place. Il y a une branche qui peut aller d'un côté, etc., etc. Chaque personne, accessoirement, qui va
rentrer dans l'entreprise va avoir un effet rebond sur les jeux de valeur et naturellement va modifier un tout petit peu. Alors que est-ce que c'est de 0,1% l'impact qu'il va avoir ou est-ce que c'est de 10%? On ne sait pas. Et on verra au fur et à mesure du temps comment ça va impacter. Mais on peut voir dans l'histoire, dans des films, dans des livres, dans les aventures que vous avez vécues, que ce soit des aventures entreprises ou associatives, vous avez tous vu à un moment ou à un autre une personne qui, une fois qu'elle arrive, il y a un avant et un après en termes d'ambiance au sein de la structure. Ça peut être très négatif, ça peut être très positif. Et la réalité, c'est que cette personne, eh ben, elle incarne une culture forte. Et quand elle est arrivée dans ce groupe-là, cette culture-là, ben, elle faisait écho à beaucoup de gens. Et du coup, naturellement, il y a un côté gravité, aimant, qui fait que ben, le jeu de valeur se transforme peu à peu vers un jeu de valeur plus proche de cette personne-là. Et il y a d'autres personnes au fur et à mesure qui arrivent. Et naturellement, cette gravité, elle fait que ben, ça vit, ça grandit, ça bouge, etc., etc.